Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir recevoir Stéphane Roder d'iBuilders, vous le voyez avec son fond d'écran. Donc l'occasion de pouvoir parler de son entreprise, également de l'intelligence artificielle. Stéphane, bonjour. Est-ce que vous pourriez Très vous bien. présenter et votre parcours? Eh bien, je suis Stéphane Roller, le PDG aujourd'hui de AI Builders. Moi, j'ai eu un parcours d'ingénieur classique. J'ai fait la fac avec à l'époque de l'intelligence artificielle, mais qui n'était pas du tout l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. C'était l'intelligence artificielle formelle. Et finalement, ça marchait pas. C'était pas très intéressant. Mais bon, j'adorais ça à l'époque. Ça m'a permis de un peu rentrer dans ma passion. J'ai fait un peu de réseau de neurones après, mais ça, pareil, c'était la génétique des réseaux de neurones en 92, mais on n'arrivait pas à faire tourner assez de modèles et on n'arrivait pas à démontrer que ça marche, alors que 20 ans après, on a montré que ça marchait très bien. Voilà, puis après, j'ai fait un parcours très classique de manager dans l'industrie des télécoms. Et puis après, j'ai créé des sociétés à partir de 99. Et là, c'est ma quatrième société dans l'IA. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait une vraie demande, en fait, une vraie demande de compréhension de la manière dont on allait introduire l'IA. Hmm. Et qu'il y avait un vrai besoin de compréhension de ce nouveau paradigme du machine learning, des algorithmes apprenants, et que Hmm. si c'était pas compris, c'était refusé. Et Oui, il y donc, avait il fallait c'est trop aider. rupture. Voilà. C'est une vraie rupture, un nouveau paradigme hein, qu'il fallait, disons, faire sauter. Et puis après, il y avait toute cette partie un peu fantasmagorique autour de l'IA qu'on avait déjà vécu finalement avant. Il fallait aussi aplanir et donner des méthodes classiques Hmm. d'intégration de l'IA pour que ça se passe bien, pour que les gens se retrouvent sur une industrialisation complète en fait d'une nouvelle couche de système d'information, que ce soit pas un truc à part, un truc un peu délirant et magique. C'est pas du tout le cas. Ouais, quitter les livres et l'anticipation pour être concret et pragmatique. Stéphane, vous avez créé iBuilders il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui a changé entre au moment où vous lancez, vous l'avez exprimé déjà, hein, le fait de vouloir justement être pragmatique, d'apporter de la méthode. Qu'est-ce qui a changé entre maintenant et justement au moment où vous avez lancé iBuilders? Est-ce qu'il y a déjà des différences en fait que vous pouvez percevoir? Ah oui, il y a une vraie différence. Hein. On était à l'époque en 2018 sur un monde, comme je l'ai dit, pour qui la data était assez lointaine. Le traitement de la donnée, la compréhension de la valorisation de la donnée était lointaine. Donc, on avait du mal à comprendre que le traitement de la donnée allait apporter de la valeur, ce qui est plus du tout le cas 2 ans après. 2 ans après, là en 2020, 2021, on a toutes les organisations, en tout cas dans les grands comptes. Clairement, les grands comptes ont compris. On a des directions générales maintenant qui sont impliquées. On a des discours de management autour de la valorisation de la donnée et le fait que le maintien de la compétitivité passera par justement ce traitement de la donnée et l'augmentation de la performance en fait de chacun des métiers. On a qu'à regarder, je sais pas moi, le discours du PDG de la Poste. On a des vrais discours aujourd'hui de dirigeants avec des directions claires Hmm. en fait au niveau stratégique. Et ça, c'est la grosse différence. On a une volonté managériale maintenant de le faire. Maintenant, par contre, c'est en train de se mettre en place. Et c'est cette partie-là, je dirais 2022-2023, sur laquelle en fait des entreprises vont se positionner. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites, j'avais ma question qui est sur le niveau de maturité des décideurs.
finalement, de ce que je comprends, c'est que les décideurs aujourd'hui, en tout cas les directions générales, elles ont compris, elles mettent en place justement leur stratégie pour améliorer le niveau de la gouvernance de la Mhm. partie data, d'améliorer également la compréhension et l'intégration de ces data dans les processus de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une sorte de décalage qui se ferait, ce qui peut arriver, entre les directions générales et la partie middle management? Est-ce que justement la partie middle management a atteint le bon niveau de maturité par rapport à ça? Elle est en train de se mettre en place, en fait. Ce qu'il faut après au middle management, c'est comprendre, en fait, comment elle va faire, quelle va être la méthode qu'elle va utiliser. Et donc, c'est le retour au bon vieux schéma directeur, en fait, et si qui ont fait la formation il y a une trentaine d'années. Là, en fait, on va pas faire, on va pas faire mieux, on va faire des schémas directoriaux. C'est ce qui va permettre, en fait, à ce middle management de se structurer. Hmm. Et c'est la période dans laquelle il rentre aujourd'hui. En fait, il y a effectivement le message du management, mais maintenant, la phase opérationnelle passe par cette étude stratégique, cette roadmap, et après, on va passer au déploiement. Donc, on est en ce moment en train de vivre cette partie-là. Nous, chez Builder, on a beaucoup de demandes de schémas directeurs, que ce soit des schémas directeurs globaux ou des schémas directeurs verticaux sur des métiers. On a Hmm. aussi, et ça c'est très intéressant, on voit l'arrivée, la nomination en fait, de nouveaux Chief Data Officers qui, eux, en fait, ont deux casquettes, la partie purement data, mais la partie aussi IA qui en découle naturellement. Hmm. Et en fait, ces nouvelles fonctions doivent prendre en compte l'existant. Et l'existant, finalement, on le voit, ce qui a été fait en termes d'innovation. Donc l'innovation, c'est le foisonnement, c'est la première partie de la courbe d'introduction d'une technologie, quelle qu'elle soit, Hmm. sur un marché. Et aujourd'hui, le gros travail aussi pour ces fonctions, c'est de prendre en compte ce qui a été fait dans l'innovation. Donc, c'est être capable de valoriser, d'évaluer, de valoriser, de faire les choix et de garder, en fait, de faire la part des choses entre ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser de côté et réintégrer dans le nouveau schéma directeur. Surtout ne pas jeter ce qui a été fait. Ouais. C'est important non plus ne pas jeter les équipes d'innovation, mais bien les intégrer, savoir comment les intégrer. Parce que il y a du très gros travail qui a été fait. Maintenant, on passe dans une période industrielle dans laquelle on va faire passer ces projets en production. Donc, c'est nouveau pour tout le monde et c'est une période importante. Quand vous intervenez, Stéphane, donc dans des comités de direction ou même après justement dans des directions de business unit, ou de métier, quels sont les souvenirs, qui vous ont le plus marqué, quand vous justement vous parliez à un moment donné de cette industrialisation, de l'intelligence artificielle, de ses capacités également à pouvoir traiter plus de data ou à les valoriser? Est-ce que vous avez eu des retours, justement de membres du CODIR ou de membres voilà, d'équipes qui étaient soit interpellés, soit qui étaient effrayés, soit qui et un peu des deux. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs aussi par industrie? Parce que je sais que vous êtes agnostique et vous intervenez aussi en fonction chez les industriels, chez les retailers, chez différents secteurs. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment étonné en fait? Alors que vous avez aussi un passé d'entrepreneur, donc est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Sans citer des noms, bien sûr, hein. Non, non, mais j'ai fait une masterclass pour le comité de direction d'un grand groupe du CAC 40, il y avait le PDG. Le PDG vient me voir à la fin et il me dit: Ah, c'est dingue, Stéphane, j'avais pas compris que l'IA c'était autant du système d'information. Et en fait, c'est là que j'ai vu que finalement on avait une vraie pertinence sur ce marché. C'était que il fallait, il fallait détruire le fantasme de l'IA qui se trouve à côté et que finalement il fallait faire comprendre aux gens que l'IA c'était du SI, ça s'intégrait au SI, c'était une nouvelle partie du SI, mais que c'était que ça Mmh. et que
il fallait se concentrer sur l'apport en termes de performance, mais que le reste, ça allait s'intégrer dans le SI et que finalement l'impact était sur la capacité qu'allait avoir dans le futur la direction du système d'information à intégrer cette technologie et à l'intégrer sur le poste de l'utilisateur. Comment le reçoivent justement, ça me fait penser à quelque chose, comment reçoivent les DSI justement, quand elles font aussi partie des comités de direction? Évidemment, j'imagine qu'elles y sont plus sensibles. Potentiellement, le chief data officer va être, rattaché au DSI ou bien être un pôle à part. C'est vrai que ça dépend des organisations. Comment les DSI aujourd'hui, le reçoivent? Est-ce qu'ils se disent: «Bon, c'est encore un truc, qu'il va falloir que je me mette à gérer parce que c'est chez moi», ou elles sont plutôt enthousiastes? Alors, je Ça dirais que les dépend. DSI, non, 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 non. Là, pour le coup, les DSI, on vient les embêter un peu avec ça. Parce qu'elles ont déjà leurs priorités, elles ont déjà beaucoup de pression. Ouais. Et donc, toute la difficulté, c'est de leur expliquer que il va falloir mettre ces projets en priorité. Enfin, refaire remonter dans les priorités ce type de projet. Donc, c'est à ça que ça la gouvernance IA. On voit, nous, des entreprises qui n'ont pas de gouvernance IA, qui font des projets IA dans un coin, et finalement, bah, ils sont pas mis en prod par la DSI. Mmh. Ou en tout cas, la DSI ne met pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'elle comprend pas que c'est important. Et c'est pour ça que il y a bien sûr le comité de direction, mais il y a cette partie gouvernance IA où on va embarquer, on va synchroniser en fait toutes les parties prenantes. Et donc c'est très important de mettre en place cette partie-là pour que les DSI justement intègrent ce besoin. On a besoin d'eux, on a besoin de les former sur les spécificités de l'IA. Un chef de projet classique, eh ben, il n'a jamais vu de sa vie un modèle de machine learning et tout ce que ça implique, y compris les solutions hein, comme les vôtres. Et donc, ben, il faut qu'ils intègrent tout ça. C'est un gros chambardement pour eux. Ils ont beaucoup de travail. Et il faut les accompagner. Ça va pas se faire en claquant des doigts. Et donc, il y a ces deux dimensions, je dirais, intégration en fait de, dans les priorités, synchronisation et toute cette partie formation en fait et intégration de nouveaux profils parce que Mmh. du MLOps ça se fait pas au claquant des doigts non plus. C'est Ouais, je sais que nouveau. nous, chez Bekia, on est très, très empathique justement par rapport aux DSI parce que, enfin, comme vous venez de le dire, elles ont autre chose à faire et à un moment donné, bah, forcément, c'est de la charge supplémentaire. Et il y a un autre point aussi que je pense que les DSI, elles en ont forcément pris conscience, c'est que c'est une démarche continue. C'est pas un projet one shot à un moment donné où je mets un front-end, où j'aurai juste de la maintenance à réaliser, etc. Quand je dis juste, j'y mets plein de guillemets évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une démarche continue. Potentiellement, de nouvelles data vont aussi améliorer les modèles qui sont déployés. Donc, c'est vrai que c'est une démarche vraiment run, complètement continue. C'est vraiment un nouveau métier. Il y a beaucoup d'échecs et il y a aussi des succès, évidemment, dans ce type de projet, hein, et c'est normal qu'il y ait des échecs, il faut bien apprendre. C'est souvent le cas, hein, c'est comme ça qu'on progresse. Selon vous, en fait, Stéphane, par rapport à votre expérience, tant avant que maintenant, de ce que vous avez pu observer ou même dans les éléments d'accompagnement, quels sont les critères qui font qu'à un moment donné, un projet d'IA, alors je crois que vous l'avez commencé à l'évoquer en pointillé, hein, avec la gouvernance IA, avec l'implication de la direction générale, la formation aux nouveaux métiers, mais quels sont selon vous les 3, 5 grands critères qui font qu'à un moment donné, un projet sera beaucoup plus successful qu'un autre? Mais en fait, il y a de l'objectif et du subjectif dans ces critères. Ce qu'on voit en fait, qui est très important, parce que maintenant, finalement, si on a bien fait le job en amont, c'est-à-dire si on a bien choisi la solution, si on l'a bien évalué, si on a bien benchmarké, maintenant on a des solutions comme la vôtre, on sait où elles fonctionnent, on sait en fait quel est le spectre d'utilisation, on va être capable de... On a un marché en termes de solutions IA qui commence à être mûr. C'est pour ça qu'on a fait ce fameux cadran Decision Matrix de la supply chain pour dire que c'était là. Allez-y. Mais après, pour que ça marche, il faut qu'on voit que ça marche.
Et pour voir que ça marche, il faut avoir des indicateurs. Il faut avoir des indicateurs qui montrent que ça marche. C'est ça les KPI, en fait, métiers, les KPI de performance. Il faut avoir ce genre de tableau pour que tout le monde se rende compte que oui, ça, il y a un vrai apport. Et au final, on aura ce côté objectif de oui, ça apporte quelque chose. Et là, tout le monde pourra dire oui, ça marche. Donc moi, je dirais que techniquement, bon, il y a toute cette histoire de mise en, je dirais, où tout le monde se met à travailler autour des projets IA. Et ça, c'est tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est modèle opérationnel de déploiement industriel de l'IA. Ça, c'est du classique. Ça va devenir classique. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ces fameux indicateurs qui permettent et au métier et à une direction de voir que ça fonctionne. Alors j'ai bien aimé ce que vous disiez justement sur le fait que iBuilders aussi, c'est le référencement, c'est un travail de veille que vous faites sur le marché pour voir quelles sont les technologies qui sont disponibles et suffisamment matures pour être déployées, pour dire à un moment donné, c'est pas de la science-fiction, on ne parle pas de choses d'il y a 10 ans. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on fait chez VK, c'est de dire à un moment donné, attendez, ça fait quelques années qu'on en fait, il y a des résultats, donc c'est pas, on n'est pas dans la prospective, on est vraiment dans une solution de marché. Vous en avez publié un sur la supply chain, en effet. Pourquoi vous avez choisi aussi d'intégrer justement le sujet supply chain dans votre Magic Quadrant? Pourquoi ça fait partie de vos premiers Magic Quadrant? Et quels sont ceux que vous auriez envie après dans le futur chez iBuilders, Stéphane, de présenter aussi? Ben, écoutez, on a d'abord commencé par la supply chain parce que c'est là qu'on a vu les plus gros résultats. On a vu que on arrivait, comme vous, avec Laurent Merlin, faire un ROI de 60 millions d'euros, c'est quand même énorme. Donc, c'est bien aussi de montrer que il y a une certaine maturité des solutions. On n'est plus en train de discuter de POC ou quoi que ce soit, que ça a été mis en place, que ça fonctionne, et qu'on arrive, on est presque au niveau, on n'est pas encore au niveau de la commoditisation, on parle pas d'Excel ou de Word. Hein. Il faut encore du temps, du fine-tuning, c'est encore des spécialistes qui doivent le faire, mais ça fonctionne. Ça, c'était très important pour nous de le dire, et surtout qu'il y avait ce fameux apport en termes de performance et ROI. Maintenant, on est en train d'en préparer d'autres. Effectivement, on en a 2, 3 qui sont en train d'être préparés. On a une partie nous qui s'appelle AI Builder Research, qui est une sorte de cabinet interne d'analyse, avec des analyses qui font ce type de recherche, de benchmark. Et donc, vous allez voir qu'on va en sortir quelques-unes. J'en En doutais pas, gros, j'en doutais pas. en gros, on en prévoit une par trimestre parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup Oui. d'interviews. Et on veut quand même on veut les sortir au moment où elles sont d'un bon niveau. C'est compliqué justement quand vous sortez, donc là évidemment vous avez parlé de la supply chain, donc vous avez forcément intégré des critères d'évaluation pour évaluer les solutions qui étaient proposées sur le marché, évidemment le niveau de performance délivré, etc. Est-ce que c'est difficile justement quand on est dans cette partie de d'IA, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de redéfinir ces critères ou finalement il y en a qui restent les mêmes, faisabilité, comment dire, de mise en place de la solution, le retour sur investissement qui est disponible, la taille de marché, enfin des choses qui sont plus connues, ou c'est vraiment un travail à chaque fois, quand on travaille d'un domaine, on doit un peu réviser en profondeur sa copie. Non, là pour le coup, sur la supply chain, c'était assez clair. Hein. Hmm. Nous, on voit qu'on est dans un momentum où les directions des supply chain vont y aller parce que ça s'intègre bien. Donc, c'est le niveau d'industrialisation de la solution. Et puis après, leur première question, c'est quel est le ROI? Est-ce que ça correspond? Voilà. Donc, c'est 2 questions classiques qui sont actuellement sur le marché. Après, on verra si comment évolue le marché. Ça va être peut-être, on va rentrer plus en finesse, mais je pense que c'est pas un marché qui en est là aujourd'hui. On se pose la question du ROI et Hmm. de la capacité. Est-ce que ça s'installe bien ou pas?
Donc, on a voulu répondre un peu au questionnement du marché. On va peut-être avoir d'autres critères sur d'autres solutions hein, où on entend, nous, nos clients avec d'autres problématiques, mais là, pour le coup, c'était les deux axes sur lesquels on a voulu travailler. Non, mais enfin, nous, on comprend ça que nous, globalement, c'est quand même les demandes qu'on nous fait. Après, faciliter évidemment le travail des utilisateurs, hein, parce que, encore une fois, toutes les entreprises n'ont pas les niveaux de maturité avec des équipes de data scientists dans tous les métiers, etc. Et c'est compréhensible. On commence à percevoir, nous, je ne sais pas si vous l'avez de votre côté, Stéphane, le côté un peu RSE, le côté écologique, mais bon, enfin Oui, d'appréhension en fait, hein, de pouvoir utiliser l'IA pour remonter des informations sur ce sujet-là. Bon, en gros, parce que la complexité, elle est telle qu'évidemment, c'est très compliqué de pouvoir avoir des visions assez détaillées en termes de remontée d'informations, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à émerger aussi de votre côté? Est-ce que vous commencez à le voir aussi dans vos discussions, ce côté de savoir à quelle est mon nous, empreinte carbone, comment je peux l'améliorer, etc. nous, on a beaucoup de demandes hein, dans ce sens-là. Ouais. Déjà, l'année dernière, on avait des missions sur cette partie-là. Maintenant, on va jusqu'à... là, on démarre une mission début d'année sur IA et Sustainability. Donc, quel est l'impact de l'IA sur mon empreinte carbone? Et bon, après, il y avait des études sur comment l'IA va me faire diminuer mon empreinte carbone, mais on est en plein dedans, Hmm. pratiquement chez la majorité de nos clients. Et c'est un vrai questionnement. C'est une partie sur laquelle on va beaucoup travailler, nous, parce qu'il y a des questions qui sont communes, donc on va avoir des réponses. On va peut-être sortir une étude sur cette partie-là aussi. Alors justement, c'est une bonne transition par rapport à la question que je voulais vous poser, Stéphane. C'est que forcément, par rapport à vos offres que vous avez lancées au départ et celles maintenant et celles à venir, il y a des évolutions. Comment vous voyez justement les futures offres d'AI Builders par rapport à vos clients? Est-ce que vous accompagnez, j'y ai pas pensé d'ailleurs, est-ce que vous accompagnez également le secteur public? Oui, on l'a fait. On a accompagné le secteur public, mais plutôt sur la définition en fait de certaines subventions pour la décision en fait de la stratégie industrielle avec la direction générale des entreprises, avec le ministère de l'économie. Parce qu'on a, j'ai vraiment une vision moi de ce que doit être la politique industrielle de la France vis-à-vis de l'IA. On l'a partagé avec la direction générale des entreprises qui nous a demandé en fait de rédiger une partie qui va être mise en place par la BPI pour D'accord, faire des subventions auprès des ETI. Parce d'accord. que, Ah, les ETI, ouais, faut pas les oublier. faut pas les oublier parce que le vrai tissu industriel, C'est vrai, exactement. finalement, c'est les ETI. Donc, Mm. c'est eux aussi qu'il faut embarquer. Et sachant que, comme dans toute techno, on sert d'avoir les grands groupes parce que les solutions ont été financées, qu'elles n'ont pas beaucoup de cash, c'est dur de faire des ventes. Et donc, il Mm. faut faire des grosses ventes, ça coûte cher au début. Mm. Mais que la réalité du tissu industriel, c'est les ETI. Mm. Et que les ETI aussi ont besoin d'IA. Donc, il fallait trouver une solution. Voilà, là-dessus, sur ce dispositif, en fait, qui s'appelle IA Booster, qui va être mis en place bientôt, qu'on a travaillé. Bah, c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est vrai que nous, on y est sensible aussi, hein, au monde industriel. On a eu l'occasion plusieurs fois d'intervenir sur le sujet. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir bah voilà, faire un peu notre œuvre de citoyenneté aussi et d'avoir un impact positif sur la question et de ne pas travailler en effet que pour les grands groupes. Bah, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les grands groupes, il y a plus facilement évidemment des ressources disponibles et des moyens qui peuvent être alloués une fois qu'ils ont été définis. C'est vrai que ce qui est intéressant avec les ETI, c'est que ce sont des entreprises qui sont sous contrainte. Elles sont également en concurrence. C'est toujours un peu, comment dire, plus compliqué. Et je trouve que ça met un bon niveau également d'appréhension en fait, du niveau de maturité de sa propre solution. Hein, cette capacité à pouvoir être aussi utilisée par des ETI, c'est aussi un bon indicateur, Oui, je mais pense. vous avez comme tout le monde des problèmes d'effet d'échelle. Il faut en avoir Mm. vendu beaucoup, pour être capable de vendre aux ETI. Donc, soit on a un État qui vient aider, donc sous forme de subventions, sous forme de voilà, soit on ne le fait pas
parce qu'on est obligé d'attendre que vous en ayez vendu beaucoup, que ça devienne une commodité et que les ETI puissent l'acheter parce qu'elles ont des budgets qui sont bien moindres, Hmm. beaucoup plus contraints et que ça ne va pas passer leur priorité malheureusement. Alors, on a commencé à en parler, hein. C'est vrai que j'avais une question aussi sur la France, parce que je sais que vous êtes évidemment proche aussi de notre pays pour l'aider sur ce sujet-là. On vous l'avait posé, j'ai vu différentes interviews par le passé, même quand vous aviez écrit votre livre, on vous pose toujours cette question par rapport à la France, là où on en est. Alors, j'ai pas envie d'y déroger. Et est-ce que vous, par contre, vous voyez, depuis que vous avez fondé AI Builders, et même avant, quand vous perceviez ce sujet-là, est-ce que vous voyez à la fois dans les décideurs politiques, hein, ou même les hauts fonctionnaires, parce que finalement, c'est eux aussi qui ont en charge finalement la gestion du pays, est-ce que vous voyez des changements positifs? Et par rapport à la veille que vous faites au niveau international, parce que c'est vrai que les Magic Quadrants que vous faites, c'est pas que pour les solutions qui sont Mhm. proposées, comment dire, par des sociétés françaises, mais aussi par des sociétés internationales. Comment vous nous voyez aussi maintenant sur cette scène-là? Alors, on ne fait pas des anticolores, nous on fait des AI Decision Matrix, Oui. mais c'est pas loin. Eh bien, écoutez, d'abord pour vous dire qu'au niveau des gouvernements, on a une vraie évolution. On a un gouvernement maintenant et des hauts fonctionnaires hein, qui ont vraiment compris le besoin en fait au niveau des au niveau des entreprises. On avait, rappelez-vous, au moment du rapport Villani, on avait une vision très académique de l'IA. L'IA, il faut des chercheurs. Et en fait, nous, ce qu'on disait, non, on a trouvé. Maintenant, il faut l'utiliser. Et donc, cette vision utilitaire de l'IA, ils l'ont intégrée. Et ça ne prend pas. Oui, bon, que ce soit Bruno Le Maire ou notre président, il y a vraiment cette compréhension, en fait, de l'apport en termes de compétitivité, cette nécessité. Oui. Maintenant, c'est pas encore vraiment mis en musique en termes de stratégie industrielle. Ils n'arrivent pas encore à dire, voilà, un peu comme les Chinois ont dit, bon, voilà, on va mettre tant d'argent, enfin des milliards, hein, des vingtaines de milliards, Oui. on va être les premiers et on va tous s'équiper. Cette notion d'équipement, elle n'est pas encore intégrée. C'est-à-dire qu'ils en sont encore à se dire, ah ouais, alors il nous faudrait tel cloud, il nous faudrait telle solution, est-ce qu'en NLP on est assez fort et tout. Mais oui, mais c'est pas ça le problème. C'est avoir des choses sur l'équipement. Équipez-vous. Ça, c'est la suite. Donc on y travaille, on discute avec eux. Mais bon, ça va, il faut du temps. Le temps du politique est plus long que le temps du technologique. Il faut le Oui. savoir. Mais ça vient, ça vient. Vous avez fait une remarque qui m'interpelle aussi. On le sait, hein, évidemment, la partie IA, la partie machine learning, bah, c'est ses capacités à pouvoir ingérer des quantités gigantesques de data, hein. C'est aussi ça, c'est aussi une de ses plus-values que de pouvoir finalement en tirer profit, en tirer un sens, en tirer de l'efficacité. Le fait qu'aujourd'hui, justement, une grande partie des solutions d'IA s'appuient sur des hébergements de type étranger, hein, de type allez, GAFAM, comme souvent. Est-ce que c'est important, c'est pas important? Est-ce que c'est quelque chose aussi que les politiques aimeraient renvoyer vers un côté un peu souveraineté européenne, nationale, ou de toutes les façons, on avance, on s'équipe et à un moment donné, la migration technique, elle se fera, enfin, je veux dire, au niveau des data, elle se fera, comment dire, plus tard. Non, je crois que tout le monde a conscience que la souveraineté, la data, c'est une nécessité. Maintenant, on est emmerdé quand on VH Ball. Et on est un peu, on se sent vraiment démunis, mais avec en face de nous des géants, des mastodontes qui prennent beaucoup de place, on sait qu'ils regardent, qu'ils écoutent tout ce qu'ils veulent. Donc, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger. Maintenant, on vit avec parce qu'on n'a pas trop le choix. Ouais. Mais il y a un moment où il faudrait que ça change. Si on veut, si on veut pas revivre ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu sur certaines turbines à énergie. Ouais, Ouais. je suis d'accord.
je suis d'accord. Stéphane, merci beaucoup. J'ai une dernière question, je la Oui, pose très souvent. Quelle est la question que je vous ai pas posée et à laquelle, justement vous aimeriez répondre? Quelque chose où, voilà, où on n'en parle peut-être pas souvent, les personnes qui vous interviewent, vous posent pas cette question-là. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, comme question, aujourd'hui? peut-être, vous m'avez pas demandé si ça allait dans le bon sens. C'est Et vrai. moi, voilà. J'ai un Moi, biais, j'ai peut-être un biais, vous avez raison. ouais. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est oui, ça va vraiment dans le bon sens. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, hein. C'est que on a une industrie qui a pris conscience et qui s'équipe. En fait, je le redis, cette histoire d'équipement, il y a deux choses qui sont importantes, hein, s'équiper et l'immersion. C'est-à-dire former, en fait, former les métiers. Et là, ça prend forme. Les gens, les gens avec qui on travaille comprennent que ils vont pas forcer des métiers qu'ils n'ont pas compris. Et donc, cette Ouais, partie immersion, et même pour vous, hein, il faut que, on voit, nous, des directions de la supply chain, il faut qu'ils aient compris déjà pourquoi il faut aller un cran plus loin. Est-ce que ça va apporter? Et que l'historique, enfin, donc toute cette partie-là, elle est en train de se faire et vraiment, ça va dans le bon sens. On a une volonté de tout le monde, en fait, d'avancer. Encore une fois, ça prend du temps, mais on y va. on y va. Stéphane, merci beaucoup, hein, pour cet échange. Merci à tous Merci Fabien. de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous allez sur le site d'AI Builders, hein. Je pense que Stéphane et ses équipes vous répondront évidemment avec plaisir. Si vous voulez toujours plus d'informations sur VK, vous savez, mais ça, je pense que vous nous connaissez, vu que vous avez regardé cette vidéo sur notre site ou sur notre YouTube. En tout cas, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et un grand merci Stéphane pour cet échange. À très vite. Merci Merci Fabien. beaucoup. Au revoir.